Alors oui, la créativité est un concept complexe à définir, autant qu'elle prend des formes tellement différentes. Le risque est qu'elle devienne insaisissable, une pure fabrication théorique de l'esprit. Avec ce podcast, on va essayer de la ramener au plus proche de nous, dans le vécu, dans ce qu'elle raconte de nous quand on est rencontré dans nos vies, autant professionnelles que personnelles. Car il me semble que la créativité se fiche pas mal des cloisonnements. Bon, cela dit, on va se mettre d'accord sur une définition de base. La créativité, elle englobe la capacité d'une personne à générer des idées nouvelles, originales et utiles, que ce soit pour elle ou pour les autres, ainsi qu'à combiner des éléments existants de manière innovante, pour résoudre des problèmes, pour transformer une situation, pour créer des œuvres ou pour concevoir de nouveaux produits, tout simplement. On peut avoir tendance à penser que la créativité se limite aux arts, mais elle est partout, dans bien d'autres domaines. En fait, elle est là où on lui laisse de la place. Elle est souvent associée à l'imagination, la mise en perspective, la curiosité, la flexibilité ou encore la capacité à prendre des risques. Bref, je pense que la créativité est une alliée de premier choix dans nos vies actuelles. Je m'appelle Christophe Leclerc et bienvenue dans Echo, le podcast qui s'intéresse à ce qui arrive quand des personnes laissent s'exprimer leur créativité. Bienvenue Sophie. Bonjour. J'ai eu un petit démarrage raté, je m'y suis repris à 2 fois. Il sera coupé au montage, je suis ici. Comme à mon habitude, j'aime bien présenter les invités. Donc j'ai préparé un petit texte que je vais te lire pour te présenter. Est-ce que t'es OK ? Mais bien sûr. Je suis même curieuse. Alors voici cette présentation de qui tu es. J'ai bien sûr synthétisé à ma manière, puisque c'est un peu le jeu. Lors de notre premier échange, tu m'as dit que tu ne te sentais pas très créative dans ton quotidien, mais que tu te rattrapais plutôt bien dans ton travail. Je me suis dit que ce serait l'occasion de creuser ça ensemble, et que ton rapport ambivalent avec la créativité serait sûrement inspirant pour d'autres. Et pour parler de ton travail, il est en grande partie posé sur la transmission. Depuis 2009, tu baignes dans le shiatsu, et tu transmets ta pratique dans un centre de formation que tu as créé. Et tu as également transmis la langue française en tant que professeur dans une grosse boîte qui s'appelle l'Éducation nationale. Et apparemment, tu as aussi exercé en Indonésie, mais c'était en début de carrière. Mais j'ai l'impression que tout ça, c'est déjà loin et que tu t'es plutôt bien remise de cette période de captivité étatique. Tu m'as fait comprendre que les cadres, c'était pas vraiment pour toi. Et pourtant, à première vue, tu sembles en avoir créé de solides dans ton contexte professionnel. Je me suis demandé si ce refus des cadres imposés ne laisserait pas apparaître un petit tempérament rebelle. Mais soit, c'est OK pour moi, et en même temps, je veux pas faire d'histoire avec une indépendantiste basque. Et là, j'avoue que je me suis permis de faire un petit raccourci pour la blague, car dans ton premier message, t'as réussi à mettre dans la même phrase « élan d'indépendance et origine basque ». C'était tentant, et j'espère que tu m'en veux pas trop pour ça. Au contraire. Bref, j'ai essayé de pas faire trop long, car j'ai peur que tu t'ennuies déjà. Est-ce que ça te va comme présentation ? Oui, c'est très bien. C'est super, merci. Je trouve ça vraiment très intéressant, ce côté je refuse les cadres que le salariat ou même la société peut imposer, et en fait en favorisant les cadres que moi je me suis créé, en fait je suis à l'aise dans les miens et beaucoup moins dans ceux des autres, mais c'est vrai que j'ai une vie très cadrée en fait. C'est vrai. L'idée c'était de justement d'aller le questionner aussi, ça, ce rapport au cadre, parce que c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans l'histoire de la créativité. Oui. Donc c'est carrément un sujet, même un sujet porteur en fait. Et on va se lancer direct. Ça t'évoque quoi, le mot créativité, là, tout de suite ? Du stress. Ça m'évoque du stress parce que comment je pourrais dire, je me suis jamais développée dans une quelconque discipline créative. J'ai même essayé la musique quand j'étais jeune. Comme j'ai habité en Bretagne, j'ai joué de la harpe celtique. Okay. Et alors c'était très inspirant au départ quand j'ai eu cette harpe contre le corps en fait. C'est cette
Enfin, c'était assez magique d'avoir un instrument qui reposait sur moi pour en jouer. J'avais ce rapport à l'instrument qui était assez Fusionnel. ouais, quelque part fusionnel, ou en tout cas tendre, affectueux. Je sais pas comment, un peu comme un animal, quoi. Et malgré tout le plaisir que j'avais à jouer, eh bien, il fallait quand même que j'apprenne les gammes, que je fasse jouer mes doigts sur les cordes, et que je répète les morceaux. Et très très vite, eh bien, j'ai travaillé cet instrument pour la prof, en fait. Hein. Oui. Ouais, qui était Marie-Annick Larcantec. Vraiment, j'adore son nom. Il sonne breton et ça évoque une belle période pour moi. Mais ceci dit, petit à petit, c'est devenu une contrainte et du coup, j'en ai joué 3 ans, puis après j'ai arrêté parce que ça devenait ridicule de faire de me rajouter une discipline scolaire entre guillemets quoi, dans un parcours, hein, parce que j'ai commencé en 6e et du coup j'ai arrêté en 4e. Et donc en fait, voilà, le fait que ce plaisir de jouer un instrument retombe dans quelque chose de plus scolaire, et donc avec moins de plaisir, hein, moins de guirlandes autour, fait que bon, voilà, petit à petit, je me suis auto-persuadée que j'étais pas artiste, alors vraiment pas du tout. Ouais. Donc même pas musicienne, bon alors encore moins dans le dessin, etc. Après, peut-être un peu plus dans l'écriture. Et là, j'ai un rapport à l'écriture très ambivalent, peut-être un peu comme tous les amoureux des lettres. C'est tellement beau, tellement magnifique ce que font les autres que j'oserais à peine prendre une plume. Je tiens à approfondir un peu cette question-là parce qu'en fait, au fur et à mesure, je me suis donc créé des cadres pour évoluer dans ma pratique et donc dans ma transmission. Et au détriment d'espaces entre guillemets récréatifs, et même je me suis sentie vraiment enfermée dans mes propres contraintes, les mails à envoyer, la communication à faire, et tati et tata, et puis cette soif, cette boule d'énergie de comment je me développe et comment je me révèle au monde avec ce métier-là, vraiment au détriment d'espaces gratuits. Tu vois ce que je veux dire? Le côté juste pour moi, prendre une plage de liberté juste pour moi. Et j'ai vraiment pas du tout réussi à faire ça, malgré l'encouragement d'une psy que je voyais à ce moment-là quand c'était compliqué. C'était une psy jungienne, donc je travaillais sur mes rêves. Et elle m'encourageait vraiment à libérer cet espace de rêve aussi dans ma réalité, et j'ai un sentiment cuisant d'échec. Ok, mais c'est amusant dans ce que tu dis. Il y a un truc qui m'a marqué tout au début quand tu parlais de cet épisode où tu as appris la harpe. Oui. Le moment où ça semble switcher, pour toi, c'est le moment où tu as perdu l'accès en fait à toi-même, et que d'une certaine manière tu le faisais plus pour toi, et tu l'as dit très franchement, tu as dit je le faisais pour la prof. Oui. Et à partir de ce moment-là, ça t'as complètement perdu l'accès au plaisir de pouvoir le créer pour toi. Mais c'est intéressant parce que ce rapport à la créativité, est-ce que c'est une question que j'ai pas forcément abordée d'ailleurs. C'est vers qui c'est tourné, vers quoi c'est tourné. Voilà, ouais. Et ben pour moi ça c'est vraiment une question cruciale et fondamentale pour moi, ouais, vraiment. Là tu m'as répondu un petit peu, mais tu m'avais fait part qu'il t'arrivait de culpabiliser de ne pas être suffisamment créative dans un cadre personnel. Oui. Mais du coup c'est quoi qui t'a motivé à participer à un podcast sur la créativité? Et ben justement je trouve assez extraordinaire de venir interroger cette question-là avec une telle ambivalence intérieure. Et ce qui m'a motivée, c'est que quand j'ai lu tes questions, ta proposition de podcast au tout départ, je me suis dit oui, je vais l'envoyer à mon ami musicien chanteur, ça va être trop pour lui, il aura plein de choses à raconter. Et puis en fait,
t'as été rassurant dans tes mots, je sais plus lesquels ils étaient dans le détail, mais même si t'es pas artiste, vas-y, lance-toi, essaye. Je trouvais ça vachement intéressant de m'interroger sur ce phénomène, parce que c'est une histoire d'amour-haine entre nous, la créativité et moi. T'arrives quand même à saisir à quel moment tu es créative et au moment où tu ne l'es pas. Et, tout à fait. Ouais. Et tu pourrais traduire ça dans l'état d'esprit ou l'état d'être dans lequel tu es ? Oui, tout à fait. Alors, comme j'ai beaucoup culpabilisé de ne pas être créative, j'en ai quand même parlé à mes amis qui sont aimants et soutenants et qui m'ont rassurée sur le fait, et c'est un comment on dit, je crois que le mot c'est un poncif, c'est-à-dire quelque chose de très commun. Ouais. Mais chaque instant peut être vu sous le prisme d'une créativité et être vu en tant que moment unique et juste magnifique. Oui, garde tes amis parce qu'ils donnent des bons conseils du coup. Oui, hein. En même temps, je retiens les bons aussi. Oui. Donc déjà, ça m'a permis de voir ma vie autrement, de voir mon quotidien autrement, chaque minute qui défile, mais même les moments difficiles et compliqués. Je me dis, waouh, ok, là c'est dur, parce que je peux avoir des moments de déprime, de découragement, voire d'angoisse face à la vie qui nous trimballe un peu parfois comme des fétus de paille. Mm-hmm. Et je me dis, ok, ça c'est la poétique de la vie, quoi. C'est ça, ces moments-là, ils sont trash parce que ça me permet de valoriser ce où je suis heureuse. Ce qui fait que, donc je reviens à ce que je voulais dire, il y a 2 endroits où je me sens créative. C'est justement dans mon travail, hein. En fait, en parlant avec ces amis-là, j'ai réalisé que le travail que je fais, qui est donc principalement basé sur des séances de shiatsu en individuel, hein, oui. Eh bien, me permet justement de m'offrir 1 heure de pure créativité pour moi et pour l'autre. Ce que je trouve extraordinaire dans le shiatsu, c'est qu'on parle pas. Enfin, un peu au début, un peu à la fin, mais il y a pas de, c'est pas une thérapie par la parole. Ouais. Donc ça permet de rentrer dans un autre système. Et là, en fait, je crois qu'il y a pas un moment dans une séance où je suis pas en train de réaliser que je suis en train de créer. J'y pense pas tout le temps, mais il y a toujours un moment dans la séance où tac, je me dis, mais c'est comme si je jouais un instrument de musique, et puis comme ça fait 20 ans que je fais ça, j'en joue de mieux en mieux. Et cette créativité-là, je sais que dans ces moments-là, j'ai la liberté totale de rester le temps que je veux, d'aller sur les points que je veux, et Dieu sait s'il y en a hein, en acupuncture, enfin c'est les points d'acupressure quoi. Hein. Je peux aussi faire des étirements, des mobilisations, enfin j'ai beaucoup d'outils à mon actif, qui fait que je peux composer une séance pour l'autre et pour moi bien sûr, hein, et c'est un moment, une bulle intime qu'on partage qui est juste unique et par là même assez extraordinaire quoi. Et est-ce que tu as l'impression justement dans ces moments où tu peux te sentir créative, que ça influence ta manière d'être en relation avec l'autre à ce moment-là? Heureusement aussi, j'ai eu d'excellents profs. Heureusement. Et il y a une phrase qu'un de mes profs de mes premiers profs de shiatsu m'a dite un jour, qui nous a dite en cours, qui a beaucoup influencé ma vie, mais vraiment beaucoup. Et ça rejoint bien sûr ta question. Hein, c'est plus tu travailles sur ta propre énergie, c'est-à-dire par le biais de la méditation, du Do-in, hein, c'est une pratique, une discipline énergétique qui peut s'apparenter à du Qigong ou du yoga, pour refaire circuler l'énergie en soi. Et plus, bien sûr, tu pratiques le shiatsu, parce que quand je travaille sur quelqu'un, ça travaille tout autant sur moi, évidemment, parce que c'est une communication, donc il y a une circulation énergétique qui se déploie. Et plus ce que je dirais à l'autre sera issu
du hara. Alors là, je parle japonais, hein, c'est-à-dire de mon centrage, de cet espace de centre en moi. Oui. Bah, dans certaines autres cultures où on va dire démarche de pensée ou de pratique, c'est l'histoire de la présence. Ça veut dire qu'une fois que tu es en présence avec quelqu'un, peu importe le contexte, et que tu es bien connecté à cette présence, bah, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais part du fait que tu es bien là en ce moment avec cette personne et pas ailleurs. Il y a ça, mais parfois ça va même au-delà. Parfois je me surprends à dire des choses à des gens d'une certaine façon et je m'entends dire et je me dis mais pourquoi je le dis comme ça? Et après je me rappelle de cette phrase-là parce qu'en fait c'est peut-être ce que la personne a besoin d'entendre. Et bien sûr. Tu vois? Et c'est comme ça qu'elle peut le comprendre. Et c'est là où je me dis tiens, il y a une part intuitive, parce que ça aussi, hein, moi et l'intuition c'est toute une histoire, mais ça rejoint la créativité. Et peu à peu, voilà, je me laisse parfois traverser sans trop mettre de filtre dans les discours que je peux avoir avec les gens. Et donc je rebondis sur le deuxième aspect de ma créativité. Donc il y a le premier qui est dans les séances de shiatsu, et le second, bah, c'est quand j'enseigne. Okay. Et là, ça rejoint, donc je fais un point avec ce qu'on vient de dire, parce que parfois, pareil, j'ai un groupe de stagiaires et bam, je vais leur lancer des images, je vais leur lancer des manières d'expliquer les méridiens un peu inédites, qui me surprennent moi-même parfois. Je vais aller sur tel ou tel aspect, je vais plus insister sur des aspects plutôt que d'autres. Et parfois je peux culpabiliser parce que bon, j'ai beau préparer des cours très scrupuleusement, je ne parviens pas à respecter la trame que j'avais dite au départ. Ouais. Pour moi c'est clairement signe d'une créativité débordante, ça. Hein. Bah écoute, peut-être. Pour moi c'est une grande évidence. Hein. Bon. Je peux déculpabiliser. Non, depuis le temps, j'ai appris à apprécier ça aussi chez moi et à me dire qu'en fait, en effet, j'ai besoin de me lancer sans filet. Et d'ailleurs, le filet que je prépare me bride. Et quand j'étais prof de français dans l'éducation nationale, c'est en fait là où j'ai fait mes griffes et mes premières armes avec ça, quoi. Je me suis lancée devant des classes de 5e, dans une cohorte de 5e. Et comment j'arrive à endiguer l'énergie que je sens en face, celle que j'ai moi, ce que j'ai envie de transmettre, ce que eux peuvent recevoir. Enfin, t'es obligé d'être créatif, en fait, c'est vrai. Hein. T'es obligé d'être complètement dans l'adaptabilité minute par minute. Donc en fait je crois que j'ai gardé des bons réflexes de ça, et en fait des bons réflexes, puis surtout une joie intense d'être dans cette d'être en présence, quoi, à ce moment-là, de le vivre. Ouais, voilà. Donc tout ça pour dire qu'en fait j'avais à ce moment-là un peu culpabilisé de pas trop préparer mes cours, donc j'avais fait une séquence avec des séances, il y en avait 8 avec les documents iconographiques qui allaient bien et tout. Et ça a été n'importe quoi. J'ai essayé de suivre la trame que je m'étais fixée sur un cours de français. Et franchement, mais c'était trop nul, quoi. Ils se sont ennuyés. Enfin, j'ai compris que c'était pas du tout pour moi, quoi. Mais pas du tout. Et voilà. C'est amusant de voir comment ça a pu aussi, l'expérience en classe a pu aussi être une révélation, ou en tout cas être révélateur de ce qui te tenait vraiment ici. C'est-à-dire qu'au final, le moment où t'as kiffé, c'est pas le moment où t'étais forcément en transmission, mais que t'étais vraiment présent avec ces élèves, en train d'essayer de gérer le maintenant, en fait, et rien d'autre. Ah, mais c'est ça, t'as raison. Et je pense que c'est ce moment-là où t'es, comme tu l'as dit, hein, c'est des moments extrêmement créatifs. Et ce qui peut faire peur, c'est de lâcher ce qui a été prévu pour être en connexion avec quelque chose qui est beaucoup plus important, et peut-être aussi prévu à un certain degré, mais qui n'était pas dans notre cahier des charges, tu vois, ou dans notre ligne de conduite. C'est ça. Et c'est ça, être en présence, c'est-à-dire que tu prends, comme tu disais, c'est-à-dire que tu prends en considération l'autre et tu l'inclus dans ton planning, et quitte à chambouler aussi le planning, quoi. Ah oui, tout à fait. Oui, et là, ça devient créatif, quoi. Et là, ça devient créatif, oui.
D'ailleurs, je pose un peu problème à certains de mes stagiaires actuels parce que je suis pas assez carré, pas assez. Ils me demandent, bah alors c'est quoi le programme? Je les regarde et ça me demande une énergie folle de leur répondre. Oui, apporter de la structure à un endroit Ouais. où toi tu n'en as pas besoin et surtout c'est peut-être une manière aussi de transmettre les choses qui est beaucoup plus créative et moins structurée. Fait que certaines personnes arrivent avec des besoins de structure qui sont un peu différents des tiens C'est ça. et peuvent être bousculés. Mais en même temps, le fait de leur amener que c'est un environnement créatif fait que on arrive avec peut-être moins d'attentes et plus avec moins la peur de la page blanche, quoi. Ah ouais, mais moi, c'est la page remplie qui me fait peur, en vérité. Hein. Oui, j'imagine. Je t'écoute et si on peut le résumer vraiment comme ça, quoi. La page blanche, c'est la promesse du tout, en fait, donc c'est parfait. Ouais, c'est ça. Mais je comprends, Ouais. je comprends, et en même temps, je sais que certaines personnes, ça dépend de quel endroit tu regardes ça, mais certaines personnes, ça peut être pétrifiant jusqu'aux tripes, hein, la page Oui. blanche, hein, donc... Oui, tout à fait. Après, j'ai envie de la rassurer, quoi. J'ai assez de cadres moi-même et j'ai vraiment envie qu'ils me fassent confiance. Mais c'est vrai qu'il faut qu'ils me fassent confiance quand même dans ce que moi je peux proposer avec ma nature. Et je peux pas me suradapter à leur nature à eux, mais je sais que je peux leur apporter pas mal de choses, quoi. Justement. On a parlé un peu de tout ce de tout ce qu'amène le relationnel dans l'aspect créativité. Ouais. Et je trouve ça vraiment passionnant d'éclairer ce mécanisme créatif parce qu'on le fait pas assez souvent a priori. Et je vais revenir à quelque chose qui te met plus face aux choses. Et je rappelle en même temps aux auditeurs que la créativité, il y a plein de manières de l'exprimer et elle trouve plein de manières de s'exprimer. Et une qui est importante, c'est à mes yeux, c'est quand on rencontre cette capacité à ouvrir un éventail de solutions face à des problèmes rencontrés. Et la question que j'avais envie de te poser, c'est comment tu réagis, toi, face à l'adversité en général, face aux problèmes? Face à l'adversité, c'est trop vaste parce que tout dépend quel genre d'adversité. Et voilà, desquels tu veux parler? Est-ce que c'est de l'adversité humaine, c'est-à-dire un conflit avec quelqu'un? Est-ce que tu veux parler d'un quelque chose de matériel, genre ma voiture qui tombe en panne? Alors, je vais te renvoyer la question parce que c'est une question que je pose de temps en temps et justement pour définir un peu ce truc-là. C'est à quel moment tu considères qu'une chose est un problème? Eh bien, quand je me sens un peu dévastée et quand je me sens sans énergie face à ce problème. Enfin, sans énergie pardon, non, il y a une forte énergie qui m'empêche de réagir. C'est-à-dire que oui, ça devient un problème quand ça coupe. Un peu comme ce que tu évoquais tout à l'heure avec la harpe, tu vois, ça devient une contrainte, là c'est trop fort, quand la contrainte est trop forte pour moi, alors je me remets en boule comme l'hérisson, quoi, j'y arrive plus. Ok. Et t'as pas tu pourras avoir ce mécanisme face à quelque chose qui coupe le flux, de fuir, de ne pas rester dans le contexte. Toi, t'as tendance plutôt à faire le hérisson, du coup, comme t'as dit? En fait, maintenant j'arrive je me suis assez observée, je me suis bien rencontrée, alors je peux dire que je suis plus tendre avec moi quand le conflit arrive, que le hérisson débarque. Je sais qu'il se redéploiera dans 3 heures, 4 jours, 2 semaines. Ouais. Voilà, je me connais maintenant. Avant, je restais figée sur le hérisson en me disant « Ah, quelle horreur !» Là, je suis toute perdue, j'ai besoin des psys, c'est affreux. Et maintenant, je sais que je réagis fort aux choses. Je suis assez réactive, quoi. C'est peut-être mon côté basque. Allez, on y retourne. Je suis très, très waouh, comme ça, d'un coup. Et je sais maintenant que j'ai pas besoin de réagir sur le coup. Et je sais aussi que
je vais reprendre un petit peu mes repères par ailleurs, mes respirations, mes petits repas, enfin, je sais pas, je vais revenir dans le cocon de mon quotidien. Et je sais que que l'ampleur de l'impact va diminuer et je trouverai la solution adéquate. Et après, je sais aussi trouver des ressources chez mes amis, quoi. J'arrête de croire que je peux tout toute seule. Oui. Et je sais maintenant demander de l'aide et s'il faut, j'expose le problème à une personne où je sais qu'elle va pouvoir trouver une solution avec moi, en fait. Pour résumer, voilà. est-ce que tu as l'impression que quand il y a un problème qui se présente, tu vas avoir tendance à aller chercher la coopération? Ouais, ah oui, clairement. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Mais je pense que c'est une manière d'approcher la créativité qui n'est pas si courante, en fait. Donc, c'est vrai. On a tendance à considérer que les qualités créatives sont des qualités individuelles. Mais moi, je pense que depuis longtemps, avec certaines méthodes ou certaines pratiques ou certains courants de pensée, on a tendance à donner un peu plus d'importance à l'intelligence collective. Oui. Mais on n'a pas encore tout débloqué là-dessus, mais j'ai l'impression que le rapport à la coopération dans la créativité est encore quelque chose qu'il faut développer, quoi. Et puis qui vient avec la maturité et l'amour de soi. En fait, j'ai envie de souligner ça parce que tant que je m'aimais pas vraiment, je me mettais des challenges plus haut que les montagnes, quoi. Ça, j'y arriverais. Et d'ailleurs, ça a été source de tension, ouais, j'imagine, ouais. De tension, puis et en même temps d'avoir réussi à créer ce que j'ai créé là aujourd'hui, hein. Je peux être fière de ça, mais je sais aussi quelles larmes, sueur et sang j'ai versé pour en arriver là, en me disant j'y arriverai toute seule. Enfin, toute seule, c'était pas l'impératif d'être toute seule, mais je pouvais même pas envisager de faire appel à qui que ce soit ou quoi que ce soit d'autre. J'avais tellement besoin de me prouver que j'étais pas si nulle que ce que je croyais, tu vois. Et du coup, j'ai tellement eu besoin d'émerger par moi-même pour me prouver que j'étais quelqu'un de bien, que ceci, que cela. Je pense pas qu'on puisse faire l'économie de l'expérience quand il y a une vraie reconnaissance de soi dans des expériences comme ça. Tu peux pas dire je le fais pas, c'est une crise d'ego. Non, il faut le faire. Il faut en assumer les conséquences et les responsabilités aussi. Bien sûr que c'est dur, mais en même temps, derrière, une vraie promesse de reconnaissance personnelle, donc c'est OK. C'est ça, et dont j'avais vitalement besoin, au détriment de d'autres choses dans ma vie que j'ai moins créées, comme une famille, par exemple. Mais c'était vraiment vital pour moi, en vérité, je le sais maintenant. Le plus important dans la vie d'un être humain est quand même d'arriver à un moment ou à un autre de se rencontrer, quoi. C'est ça. Donc c'est plutôt cool et encourageant et inspirant de savoir qu'il y a plein de manières de pouvoir se rencontrer et surtout d'assumer ce moment-là qui peut être des moments aussi de grande fragilité et de grande... on accède vraiment à tout plein de nouveaux problèmes, on se crée de nouveaux problèmes et en même temps la promesse nous tient debout, quoi. À ce moment-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis si je fais, enfin, pour en revenir à ta question de base là, si je fais pas le hérisson, au contraire, hein, alors là, si j'ai c'est pas un vrai problème, je veux dire un souci, si j'ai un petit pic dans le rouage, alors là j'adore, hein. J'adore. Ah ouais, je vais déployer toute une énergie de comment je vais réussir à contourner l'histoire, à faire en fonction d'eux, et je sais très bien que les contraintes peuvent déboucher sur des solutions encore plus lumineuses et se déployer vers d'autres chemins. Voilà. Mais tu mets le doigt sur un truc j'en ai beaucoup parlé avec d'autres personnes aussi, mais c'est j'ai entendu, ce truc de créer un contexte qui est favorable à l'exercice de la créativité. Et un contexte favorable, c'est pas une théorie, c'est quelque chose, c'est une question qu'on doit se poser en tant que personne qui désire être créatif ou qui a cette impulsion de créativité. Il faut penser à l'environnement qui nous est le plus favorable. Et le fait que tu aies créé un environnement qui soit à tes yeux plus fonctionnel à l'exercice de ta créativité me semble un prérequis. Tu vois, même si ça a pris du temps, même si ça a pris de l'énergie, de la sueur et un peu de sang et de larmes pour prendre tes mots, ça faisait partie de la constitution, de la création d'un environnement fonctionnel à l'exercice, quoi. Ouais, tout à fait.
Et puis dedans, il y a forcément quelque chose qui englobe la part très mécanique, physique, matérielle, créer un lieu. Et en même temps, il y a toute cette part qui est totalement invisible, qui est créer un terreau émotionnel, un contexte émotionnel, fonctionnel, pour que tout ça puisse fonctionner, en fait, pour qu'il y ait ce fameux échange, cette fameuse promesse, c'est entre l'élève et le maître, que ça dépasse le cadre simplement d'un seul échange, et qu'il y en ait au moins 4-5, tu vois, au moins qu'on joue la partie, quoi. Ouais, c'est beau comment tu le dis, j'adore. Voilà, enfin, tu vois, je pense que tes élèves, du coup, tes futurs élèves, ou les gens qui sont intéressés par ta manière de transmettre, bah, ils vont aller sonder ça. Si tu veux, il y a même, j'ai envie de dire, leur part invisible va sonder ça. Oui, ça me paraît très juste. Et je fais confiance à ça. Oui, mais je pense que c'est une fois que tu as créé un environnement créatif, en tout cas propice, tu peux justement entrer dans un mode où tu peux enfin souffler, dire c'est bon, mon environnement il est bon. Oui. Donc je peux laisser fonctionner des choses qui sont beaucoup moins en contrôle, qui sont peut-être de l'intuition, certes, mais pas que ça. Mais c'est très important, tu vois. C'est quelque chose dont je parle souvent avec les invités, c'est vraiment c'est quoi ton contexte, c'est quoi ton environnement, parce que ça dit beaucoup de choses sur la manière dont ta créativité va se déployer là-dedans. Et moi je le répéterai en 100 épisodes s'il faut. Attardez-vous, auditeurs, attardez-vous à créer un environnement qui vous est favorable. Oui. Ou choisissez-en un qui soit favorable avec votre individualité, avec votre singularité, sinon ça ne marchera pas. C'est ça. Une autre phrase que m'avait dite ce fameux prof de shiatsu de départ, là, il m'avait dit, en fait, là ça fonctionne, les choses fonctionnent quand tu te sens à l'aise. Et en fait, qu'est-ce que tu peux faire? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir à l'aise dans les relations humaines? Ça, j'allais dire c'est le plus compliqué, mais même pas forcément. Parce que comme tu l'as souligné, dans un contexte matériel aussi. Où est-ce que tu te sens à l'aise? Et à partir de là, bah, du coup, tu accèdes à une détente qui fait que du coup, tu peux vraiment plus laisser ton énergie vitale s'exprimer. Et voilà, si je me sens à l'aise, et bah, du coup, je vais pouvoir déployer qui je suis avec mes singularités, et pouf, 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 ça va connecter avec d'autres lieux, personnes et actions, et se déployer comme ça doit l'être. Et voilà. J'aime bien aussi cette phrase-là. C'est bien sûr une traduction, et c'est moi qui la traduis, donc c'est tout moche, mais c'est pour que quelque chose arrive, si tu veux vraiment quelque chose, tu te bats comme une lionne. Je le féminise exprès. Hein. Oui, tu te bats comme une lionne et essaye de te détacher du résultat. Mais au moins, t'auras tout fait t'auras fait tout ce que tu peux, mais en même temps, tu sais que autre chose peut arriver à la fin. Et ça, moi, j'en ai fait vraiment un adage, quoi. Hein. Je le répète souvent aux stagiaires, quoi. Après, c'est des choses auxquelles je peux croire et que je peux aussi utiliser à titre personnel. Et en même temps, avec la maturité, j'amène des nuances là-dedans et de me dire, écoute-toi bien avant de répondre à ce besoin, ce besoin sauvage, si tu veux. Sois bien connecté à tes besoins et à ce que tu perçois de toi, parce que si tu pars d'une impulsion qui est mal entendue, tu risques de te faire mal à la patte. C'est vrai. Et donc il y a un côté peut-être plus jeune, on est tenu comme ça par ce truc un peu félin, si tu veux, un peu fauve, quoi. Et on le tempère, alors c'est pas dire qu'on le perd, mais on le tempère avec le temps. Et je trouve que c'est bien, c'est vachement bien. Ça permet de lui donner davantage de densité, davantage de crédit, en fait. Ah, mais comme une vieille lionne ou un vieux lion, tu vois, qui prend en densité, qui prend en force, en puissance, en place. Oui. Ah ouais. Et puis t'es beaucoup moins en déperdition d'énergie, quoi. Ça, c'est hyper important. Et d'ailleurs, quand on regarde les félins dans l'environnement naturel, ils semblent toujours très calmes, la plupart du temps. C'est vrai. Sauf quand ils chassent, au moment où ils chassent. Mais c'est quoi? C'est même pas la moitié de leur journée. La plupart du temps, ils dorment
sous la végétation. Voilà, c'est des baobabs. Donne-nous l'image, c'est voilà. trop beau. Avec la queue qui balance là. C'est ça. Et donc faut pas oublier que dans cette image-là qu'on peut s'amuser à coller à certains humains, elle est valable dans sa globalité. Et c'est pas simplement un truc égosillé et assoiffé qui court tout le temps. C'est pas ça en fait. Ça existe parce que c'est relatif à tous ces moments, ces 15 heures de ressources. de ressources, de farniente, enfin c'est pas vraiment mais de ressources où il va justement chercher qui il écoute ses besoins, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a besoin d'agrandir son territoire, de le maîtriser. Tous ces moments-là me semblent tout aussi importants en fait que le moment entre guillemets de l'extension, de l'action et de l'extension. Ouais, tout à fait. Et je dirais même plus, sans parodier les Dupont, que en fait justement parfois, en tout cas moi, dans mon vécu, j'ai associé farniente égale je suis feignante égale je fais rien égale je fais pas du tout avancer ma vie. Oui. Et je me suis beaucoup enlisée, moi, dans cette grisaille-là de la non-action, parce que à mes yeux, non-agir égale je m'ennuie et du coup, c'est tout pourri et je perds mon temps. Et en fait, avec le recul, pareil, de vieille lionne maintenant, je sais à quel point ça a été un terreau de créativité ensuite. Dans le sens où j'ai laissé faire les ramifications comme des petits champignons, tu sais, sous la terre, là, tout. Et j'ai appris maintenant à accepter ces moments-là. Bon, c'est pas facile, hein, toujours, hein, parce que je suis quand même assez frondeuse, hein. Mais quand même à accepter ces moments-là, en me disant tiens, il y a quelque chose qui mûrit et je sais pas du tout quoi, mais ça m'a beaucoup rassurée de voir ces moments gris de cette façon-là, en me disant que c'est soit de l'énergie que je récupère tout simplement, soit c'est qu'il y a autre chose qui va émerger, qui va m'aller encore mieux, et je tiens quand même à valoriser ces moments-là, même si je le redis, c'est vraiment pas facile à accueillir, à accepter. Ouais, bien sûr. Et aussi, je fais en sorte qu'il n'ait pas trop de place dans ma vie. J'essaye d'inverser la balance, mais j'en ai peur aussi de ces moments-là. Et j'ai beaucoup fait alors, j'aime pas dire remplissage parce que c'est tout moche et ce que je fais, je le valorise quand même. J'aime bien, moi, tout ce que je crée, tout ce que je mets en place dans mon travail et tout, mais je multiplie mes casquettes professionnelles, par exemple, et d'une parce que j'adore la diversité, et aussi pour avoir assez peu d'espace de grisaillou, quoi. Parce que comme je suis bien dans l'improvisation, dans l'action, dans le contact au public, et bien du coup, je multiplie mes manières de rencontrer l'autre. Mais peut-être aussi parce que j'ai un peu peur de l'autre et que j'ai pas une activité sociale débordante. Et c'est ma manière aussi de connecter aux autres par cette transmission. Après, dans ce que tu dis, il y a le rapport aussi au vide, au rien. Et je sais pas si toi, par exemple, pour sortir un peu du cadre de professionnel que tu as, est-ce qu'en général, tu peux t'intéresser à des découvertes ou des choses qui sont autour de ces scientifiques, de ces hommes et de ces femmes qui réfléchissent ou qui étudient le vide, dans le sens, tu vois, il n'y a pas si longtemps, on a accepté scientifiquement que la plupart de ce qu'on vit est d'abord du vide. La plupart de ce qu'on est, c'est d'abord du vide entre nos cellules. Tu veux dire, c'est ça, entre les atomes, il y a ce vide-là. Ce fameux vide qui a été prouvé scientifiquement. Et donc, ça veut dire que moi, par exemple, ça, je donne beaucoup de crédit parce que ça vient me déculpabiliser sur mon propre vide. Du coup, de savoir qu'il y a des gens qui se disent attendez, si tout fonctionne, c'est parce qu'il y a 90% de vide. Waouh! Ah, c'est beau entendre. Et là, quand t'entends ça, moi, la première fois que je l'ai entendu, je sais pas, dans les années 2010, je me suis dit enfin quelqu'un qui entend ce truc à l'agonie chez moi, qui a besoin de remplir toujours le vide, si tu veux, parce que peur du vide, et tout d'un coup de se dire tiens, quand j'apprécie ces moments de vide, ces moments de rien, ces moments qui peuvent être mesurés comme non productifs par l'extérieur,
et qui pourtant, à l'intérieur, en fait, sont constitutifs. Et quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit, oh, enfin, merci. Ah, ça soulage. Ouais, ça soulage. Ah ouais. Du coup, je suis très curieux, tu vois, j'écoute, j'aime bien toutes les démarches scientifiques autour de ça, surtout la recherche autour de les choses quantiques, les choses invisibles, l'espace dans l'espace, le vide dans l'espace. Parce que y a quelque chose qui vient... alors maintenant, j'ai compris, je l'ai conscientisé il y a un moment, mais j'ai compris que ça vient travailler sur le besoin de l'humain de combler le vide et aussi de sa peur du vide. Mais bien sûr. Bien sûr. Ouais, bien sûr que ça vient combler la peur du vide et donc la peur de pas être en relation, la peur d'être seul, la peur d'être inutile, la peur de servir à rien, de pas avoir de mission ou de je sais pas quoi, de sens quoi. La peur de pas avoir de sens, ouais, tout à fait, d'être important pour personne, etc. Toutes ces peurs-là, évidemment. Alors, de mon côté, moi, je m'intéresse pas du tout à l'aspect scientifique. T'as compris que je suis littéraire, mais en revanche, je suis pas une experte de la méditation, mais c'est exactement cet espace-là qu'on convoque dès qu'on s'assoit sur un zafou, un coussin de méditation. Ouais. C'est comment est-ce que je fais une analogie entre moi et l'univers, c'est-à-dire, waouh, il n'y a pas besoin de trop d'action là-dedans. Et comment pendant, je sais pas, on s'accorde entre 5 minutes et 1 heure, j'en sais rien, de temps en temps ou très régulièrement, de comment je suis partie prenante de cet univers. Moi, j'aime cette image-là, on appelle ça le mou en médecine chinoise, mais c'est la matrice, c'est l'insondable. Et cette image-là de la nuit et des étoiles, quoi. On sait pas trop, c'est assez mystérieux et en même temps c'est immense, c'est très vaste. Et c'est un vide à partir duquel tout est possible. Mais pour accéder à ce vide-là, c'est comment je me décharge de mes préoccupations, de mes pensées incessantes. On s'arrêtera jamais de penser, mais c'est comment est-ce qu'elle me laisse un peu tranquille. Au moins pendant mes 5 minutes tous les jours. Et tu vois, dans ta démarche là, quand tu fais cette analogie avec le ciel, et ça dépend comment on se positionne, en fait, de quel promontoire on regarde les choses. Et effectivement, regarder le ciel et la nuit étoilée peut être déstabilisant, mais en même temps, ça peut être, tu peux le voir comme un enfant à qui on propose un dessin fléché. Tu sais, où tu relis les points, et c'est la promesse d'une direction, la promesse d'un ailleurs qui n'est pas perdu au milieu de rien, mais qui est juste la suite logique de tous ces points que tu relis. Et ça peut être, alors une fois de plus, ça dépend des gens, comment tu l'observes, mais ça peut être, tu peux t'abandonner là-dedans, te lever là-dedans en disant je sais rien, je veux rien et j'arriverai à rien, et tant mieux, je m'en remets à Dieu entre guillemets, ou à l'inverse, se dire bah tiens, il y a une vraie promesse ludique et créative en regardant ça, et c'est le pouvoir aussi qui m'appartient en tant qu'humain, puisque on sera ni plus ni moins que des gens qui observent les étoiles. Et il peut y avoir une vraie promesse là-dedans. Une fois de plus, c'est de quel endroit tu te poses et avec quelle promesse tu pars en poche, quoi. Tu vois ? C'est ça. Et ça, c'est la sagesse du vieux lion, qui t'amène à dire ce genre de choses-là. C'est beau, bravo. Merci. J'ai pas la touche applaudissement, mais je l'aurais mise. Allez, vous qui nous écoutez dans les cuisines, dans les voitures, applaudissez. On plaisante, mais c'est vrai, l'idée, elle est vraiment là. C'est-à-dire que une fois que t'es en position là-dedans, c'est-à-dire que tu acceptes de jouer ce jeu-là, la vie, elle devient vachement plus fun, en fait. C'est ça, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais c'est en ayant construit tout un terreau, comme tu le soulignais avant, où t'es à l'aise, où tu évolues bien, où tu te sens reconnu, où tu te sens tranquille. Alors, cette hauteur-là, tu te permets de l'avoir. Tu peux être dans une expansion quand ton centre est assez nourri. Et nourrir son centre, ça a un sens différent pour chacune. Oui. Mais c'est un espace où on est à l'aise. Enfin, moi, ça me parle bien, quoi. Mais je pense que les personnes qui ont envie de rencontrer des espaces un peu plus organiques, justement, c'est dans les espaces que toi tu peux créer qu'on peut trouver ça. Et heureusement, il y a plein de gens comme toi qui ont encore cette envie de ramener
un regard très organique sur les choses et en même temps ouvert sur le tout, en fait. Et ces grands écarts-là qui sont intéressants pour les humains qui sont en quête de sens, de recherche, qui ont envie de se découvrir un peu plus, quoi. Donc, tant mieux. Ouais. Merci de le souligner. C'est vrai que c'est exactement le sens de ma vie, je sais pas. Enfin, oui, en fait, si. Hein, osons le dire. Mais, oui, et aussi le sens de mon travail. Le shiatsu est une technique ou un art ancestral japonais. C'est plus joli que technique. Hein, qui permet justement de proposer cet espace aux personnes qui viennent recevoir une séance, dans le sens où on a des manières de faire qui favorisent, incitent, poussent l'autre dans son espace intérieur pour qu'il se connecte à sa richesse organique. Tu le dis plusieurs fois, ce mot-là, organique, et je trouve ça génial. C'est très bien vu parce qu'il y a une sagesse du vivant, du corps, de l'agencement qui doit se déployer à partir de cet élan de vie qui nous a été donné. Et au moins l'espace de, j'espère, au moins un quart d'heure sur l'heure de shiatsu, par exemple, voire plus, hein, voire toute l'heure entière si on a l'habitude de recevoir et d'aimer plonger dans ces espaces-là, ben ça permet d'être dans son cocon intérieur, dans une intimité puissante et profonde avec soi, en étant sécurisé aussi parce qu'on est en relation intime avec quelqu'un d'autre qui est en contact avec nous. Et ça, on sent qu'il y a une main qui nous tient et en même temps du coup on peut aller vers une rencontre de soi inattendue, surprenante. On est dans sa profonde détente, ce qui permet d'accéder à cet espace-là. Et si on n'a pas du tout l'habitude de ça au quotidien, bah, ça permet d'avoir ouvert une lucarne. Et par analogie, instinctivement, moi, c'est ce à quoi je crois, ça va se reproduire peu à peu dans ta vraie vie, quoi. Oh bah, ça me paraît... comme tu le décris, c'est une fois que t'as ouvert une porte dans ta maison, une fenêtre qui donne sur une partie de ton jardin que tu n'avais pas encore vue, en tout cas, peut-être pas cette saison-là. Tu dis waouh, c'est joli en fait. Bah, tu vas revenir parce que l'humain a ce rapport magnétique à ce qu'il trouve beau. Bah, du coup, il va revenir naturellement là-dessus, et puis il va revenir une autre fois, et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait que à un moment, ça va être constitutif de sa personnalité, de son identité. Et il va se définir à travers ça, et c'est ok en fait. Donc tout va bien. C'est des bonnes habitudes. Ouais, bien sûr, qui trouve beau, mais c'est pas qu'esthétique en fait, il s'est vraiment allongé dans son transat, quoi. Et il a reçu le soleil avec la petite brise. Il y a vraiment un côté très corporel aussi là-dedans. Oui, quand j'inclus dans la beauté, j'inclus évidemment ça, mais la sensation en fait clairement partie. Et est-ce que avec tout ce que tu as pu entre guillemets accomplir ou réussir à mener jusqu'à maintenant, est-ce que tu as encore envie d'être davantage créatif, de créer encore d'autres espaces créatifs? Et si c'est le cas, tu changerais quoi en ce moment à ton quotidien pour y arriver? Berk, je veux pas de cette question. Ça me fait toujours, ça me fait toujours peur. Alors, ce que je mets un petit peu plus en place dans mon quotidien, déjà, c'est pas exactement un espace créatif pur, parce que je crois que c'est toujours un peu une nébuleuse qui comme je viens de le faire sentir, me fait encore peur. Mais clairement, j'ai réussi à dégager plus de temps dans mon quotidien cette année. Exprès pour enfin avoir des espaces, arrêter de m'essouffler, de courir et de sprinter tout le temps. Ça va, je suis forte, c'est bien, ok, bravo, félicitations, maintenant on va pouvoir passer à une autre phase, hein. Et du coup j'en profite pour faire des randos en montagne. Et c'est mon espace où je suis admirative de ce qu'on peut rencontrer en rando en montagne. Et voilà, mais c'est toujours une action, c'est toujours du faire.
Et c'est pas grave, et c'est comme ça. Mais en d'autres temps, si j'avais été plus exigeante, enfin tu vois, j'étais encore dans cette tension intérieure, je t'aurais dit ouais, allez, tous les vendredis matins de 9 à midi, je ferais des collages, je dessinerais ce qui me passe par la tête, j'écrirais comme ça en écriture automatique. Mais clairement, faut arrêter, quoi. Je vais arrêter de me la raconter. Je ne ferai pas ça. Et si ça arrive, ça arrivera tout simplement, tout naturellement. Tiens, je prends des cours de couture. Ah ouais, ça, c'est un espace complètement différent. Et c'est aussi du cadre. Et c'est aussi des patrons à suivre. Mais ça me plaît. Voilà. Mais en quoi le fait de faire de la randonnée ne serait pas créatif à tes yeux? Bah, comme je te dis, j'ai cette pression-là de me dire il y aura bien un espace dans ma vie où je serai un peu créatif de mon moment, juste de moi à moi, sans aucun support extérieur. Est-ce que c'est lié au territoire? Est-ce que tu as besoin d'un endroit pour exprimer ça ou pas? Alors en effet, comme chez moi, c'est même pas un appartement, c'est un bureau. Ouais. Où que ce soit. C'est vrai que si je suis chez moi, je bosse, je travaille. Voilà. Okay. Quitte à être créative dans mes newsletters, voilà. Mais je bosse. Donc en effet, j'ai besoin d'un espace à l'extérieur. Okay. Et j'avoue qu'un espace en collectif me va vraiment bien. Parce que justement, ça amène une énergie particulière. Mais aussi qui fait que je contourne le fait de créer juste moi, de moi à moi, quoi. Ouais. Voilà. J'y suis pas encore. Et pourtant, la randonnée en montagne reste une pratique qui peut être associée à des méditations profondes, donc du coup très individuelles dans le ressenti. Et c'est ce qui fait que peut-être ce que j'entends dans ta manière de faire, c'est de réussir à retrouver un lieu, un territoire créatif qui soit pas fondamentalement à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur de toi. Mais au final, ça reste un territoire créatif. Ah, bah écoute, merci. On a bien fait d'avoir cette conversation, ça m'aide. Et moi, je l'entends, ce que t'approches avec avec la randonnée en montagne, c'est des choses que j'ai pu faire et que je pratique peut-être un peu moins maintenant, mais que j'ai pratiqué avant. Oui. Et même si je ne l'ai pas énormément fait, le peu que j'ai pu faire m'amène à chaque fois à me questionner justement sur l'espace dit créatif, dans le sens qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on est en train de faire, et tu as des millions de réponses en fait qui t'arrivent et toutes sont bonnes. Oui, c'est sûr. Donc c'est très créatif finalement la marche. J'avais entendu quelqu'un qui disait, je sais plus qui, si je le retrouve, je le mettrai en descriptif, que pour notre culture, nous, occidentaux et européens, pour mettre en marche les idées et de les digérer, nous avons besoin de marcher. Ouais. Alors que dans d'autres cultures, par exemple en Orient ou en Extrême-Orient, ou là au Japon, peut-être la culture que tu connais un peu mieux, ils ont besoin d'être stables, d'être immobiles. Mais parce que leur culture leur a amené à se retrouver dans l'immobilité. Nous, on a besoin, en tant qu'Européens, de se retrouver dans la mobilité. C'est vrai. Et je sais vraiment, j'essaie de la retrouver et de le mettre en descriptif, mais j'ai trouvé, ça m'a vraiment éclairé sur déjà la fascination qu'on peut avoir pour une culture très différente de la nôtre, et en particulier en Orient. Parce que ils sont fondamentalement, il y a quelque chose qui s'est constitué différemment de nous. C'est vrai. Et en même temps, ça veut pas dire qu'on doit leur ressembler, mais il y a quelque chose qui est assez complémentaire dans le fait de se retrouver dans l'un et l'autre. Donc, Mais ouais, merci vraiment de souligner ça, parce qu'en plus ça fait partie ça a fait partie de mes coups de fronde de jeunesse, hein.
de partir vers cet exotisme intérieur en allant réellement en Indonésie et y vivre, c'est-à-dire en Asie, c'est-à-dire un berceau qui a teinté toute ma jeunesse, mon enfance, et d'une parce que mon grand-père allait beaucoup faire des séchines au Japon, tu sais, c'est des sessions de méditation sur une semaine dans des temples, donc il ramenait des témoignages et aussi beaucoup de photos, il était photographe aussi. Et du coup, j'ai été bercée vraiment d'images splendides de recueillement, de silence, de solitude intérieure, enfin de recueillement, quoi. Oui, mais c'est ça, il y a une vraie fascination pour l'immobilité. Voilà, c'est un peu sacralisé. C'est sacralisé avec un décorum, en fait, hein, tout un exotisme comme ça. J'ai été assez bercée aussi de plein de récits de voyage des parents, de leurs amis qui rentraient d'Inde, du Népal, à cette époque-là en plus, donc c'est encore plus exotique que maintenant, il n'y a pas les téléphones portables, tout ça. Et en fait, le fait d'y être allée, eh ben, j'ai vraiment compris un truc, c'est que j'étais une pure Française. Hein. Voilà. Tu sais, j'ai vraiment essayé d'imiter la culture asiatique, mais non, ce n'est pas mes gènes. Donc c'est merci de souligner ça, parce qu'on a toujours ce fantasme de dire ah oui, comme le Bouddha, là on va voir les oreilles qui vont pousser, le ventre se rebondir un peu, et puis hop là, ce sourire immuable et cette sagesse ancestrale. Bah non, que dalle, attends. Et puis surtout, c'est européen, quoi. Ça me semble pas du tout la direction juste pour notre terreau culturel. Oui, c'est ça. On peut s'y retrouver, hein, je dis pas qu'il faut pas y aller, hein, clairement on peut y aller. Bien sûr. Mais il y a quelque chose dans notre mouvement interne qui a besoin de quelque chose d'autre, en fait. Mais tout à fait, Donc pour moi, c'est complètement OK de pouvoir aller chercher de la complémentarité là-bas, mais sans essayer de faire un décalque. Oui, c'est ça. Oui. Ne pas refuser qui on est pour coller autre chose, mais au contraire, accueillir sa nature. Ça prend du temps de se connaître. Hein. Et avec tout ce qu'on a dit, est-ce que tu arrives à souligner une qualité chez toi qui participe à ta créativité ou à te rendre davantage créative ? Je crois que c'est mon enthousiasme. Je suis quelqu'un de très enthousiaste qui aime j'aime me créer des défis, alors maintenant à ma mesure, hein, et les relever, et ça me plaît. Je me sens rebondissante. Bienvenue chez les créatifs, hein. C'est l'une des qualités qu'on partage, je pense tous en tant que créatif, c'est vraiment l'enthousiasme. Et maintenant, bien sûr, c'est pas tout le monde a une manière de l'incarner, l'enthousiasme, mais je crois que vraiment tous les créatifs se retrouvent là-dedans. Ah ouais, ok. Alors, allez, j'abdique, j'en suis. Il y a des fortes chances quand même pour que t'en sois. Même s'il n'y a pas à définir de manière précise à quel moment on est ou à quel moment on n'est pas créatif. Et moi, justement, j'essaye avec le podcast d'essayer de rendre poreuses les limites, les frontières entre ce qui est créatif et ce qui ne l'est pas, pour que ça soit plus inclusif, qu'on se sente moins en dehors de la créativité, mais finalement beaucoup plus souvent créatif et souvent à notre insu. Mais c'est ça. Et ça, moi, ça me plaît, parce que ça veut dire que finalement, tu es vivant sans vraiment le savoir. Et l'idée, elle est là, et si les gens se sentent dans le bain de ce qu'on dit là, c'est qu'ils sont créatifs, quoi. Sinon, mais et c'est en ça que tu nous aides, hein, vraiment de souligner ça, et de faire tout ton travail d'investigation autour de la créativité permet d'en élargir les frontières qu'on peut se mettre, nous, dans nos cerveaux, et c'est vraiment très aidant. Pour ça, vraiment, je te remercie. Hein. Avec plaisir. J'aime bien terminer l'épisode avec une citation que j'arrive à débusquer comme ça dans des listes de citations d'auteurs et autrices qui sont exprimées sur la créativité. Cette femme qui est donc une écrivaine et auteure américaine qui s'appelle Anne Lamott. Ça vient d'un livre qu'elle a écrit en 1994 qui s'appelle Bird by Bird, que je mettrai en description. Et dans ce livre, elle explique et elle explore le thème principalement de l'écriture créative. Et
Et à travers les pages et à travers ce qu'elle raconte, elle propose d'accompagner le lecteur de manière un peu structurée dans le processus créatif face à la fameuse page blanche. Et c'est vraiment dans une dynamique d'écriture. Et en même temps, pas seulement, parce que au détour de quelques pages et quelques phrases, comme le dit le sous-titre du bouquin, voici quelques conseils à propos de l'écriture et de la vie. Donc on s'attend forcément à avoir quelques trucs comme ça qui vont résonner plus loin que la simple créativité à l'écrit. Et donc voici sa citation. L'essence de la créativité réside dans la transgression. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Waouh. Dans la transgression. Alors là, je fais quand même ça te laissera un petit peu de temps pour intégrer le truc. Vu que la transgression, c'est un mot qui peut paraître très littéraire et on a du mal à tout de suite le voir de manière formelle. Du coup, je vais donner juste pour les auditeurs. Hein, c'est la transgression, c'est le fait de ne pas se conformer à quelque chose qui peut être courant et naturel, d'aller au-delà, dépasser les limites ou dépasser une limite. Voilà. Ça veut dire tout ça, la transgression. Et oui, bien sûr que ça me caractérise dans le sens où je suis sortie vraiment des cadres pour aller me créer les miens propres. Tu vois, à un moment donné, j'étais salariée et on me donnait une mission. Et le fait de pouvoir l'accomplir en 2 heures alors que j'avais 7 heures dans la journée, mais c'était insupportable. Pourquoi du coup, une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire, j'étais pas libre? C'était insupportable. D'être payée à l'heure, je ne comprends pas le principe, quoi. Et en fait, le fait maintenant de travailler pour moi à mon propre compte fait que je peux travailler jusqu'à 23 heures avec plaisir. Et c'est juste aberrant. Je serais salariée, jamais je pourrais accepter ce genre de contraintes-là. Mais en effet, le fait de m'insuffler mes propres cadres a été extrêmement créatif pour moi, ouais, bien sûr. Ouais, extrêmement constructif, je sais pas lequel des deux je dois dire. Mais très constituant aussi. Ouais. Ce qui parfois me fait peur parce que si ce que j'ai créé n'a plus de succès, comment je retourne dans les cases, ça va être difficile. Mais bon, ne parlons pas de malheur, normalement, je suis sur les bonnes voies. et puis je sais que je retrouverai de l'énergie vers autre chose, quoi. J'entends dans ce que tu dis et par rapport à tout ce qu'on a pu échanger que il y a une vraie volonté de se détacher des objectifs pour tenter de ne plus en avoir. Pas de se faire croire qu'on n'en a plus, mais vraiment de ne plus en avoir. De se dire, je fais ce que j'ai à faire. Et il n'y a pas d'objectif au-dessus de ça. Et c'est une manière aussi de... j'ai l'impression que c'est une manière aussi de ne plus... en tout cas, d'être en vigilance sur les injonctions qui viennent. Parce que si tu mesures constamment l'objectif que tu as, a priori, tu es en mesure de savoir si cet objectif, c'est bien toi qui l'as posé et pas quelqu'un d'autre. Donc, je me demande si c'est le cas pour toi. Écoute, si c'est ça que tu ressens, je suis honorée, quoi. C'est super. C'est... est-ce que tu te sens bien avec le fait de ne pas avoir d'objectif? En fait, c'est pour ça que je reste un peu sans voix, parce que c'est pas mon habitude. Ça gratte un peu, quoi. Ouais, ça gratte un peu, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est rigolo, hein, parce que, ouais, tu vois, je pars à la montagne, mais comme il fait tout moche, là, j'y pars moins. Donc, du coup, je fais quoi avec le temps que j'ai? Mais c'est vrai que là, clairement, je suis en train de me reconstruire un objectif, plus personnel, mais quand même, je t'écoute et je me dis, mais ouais, c'est vrai, mais je peux arrêter, quoi. J'ai le droit de profiter de ce que j'ai monté, je peux juste jubiler de ce que j'ai créé, point, quoi. Oui, la fameuse contemplation, quoi. Ouais, c'est ça, sans forcément me remettre encore des challenges et des contraintes et des gens de réussir ci et ça. Et... Donc ça me touche, ouais. Et en vérité, et
c'est ça toute la richesse de mon quotidien là maintenant, c'est que enfin je regarde les programmes de cinéma, enfin je sollicite mes amis pour aller les voir et plus régulièrement, et c'est vrai que du coup, pam, c'est comme si ça redonnait plein d'énergie à mon quotidien. Le fait de plus poursuivre un objectif comme ça, à en perdre haleine en fait. Et ouais, je suis heureuse de ça. Bon, bah, ouais. En tout cas, moi, c'était un plaisir de pouvoir te recevoir pour cet épisode, et j'espère qu'il y a matière justement à comprendre pour les auditeurs que le moment où on se dit, comme tu as pu te le dire, Sophie, c'est de se dire je me sens peut-être pas suffisamment créatif et je me sens coupable peut-être de ça. C'est le meilleur baromètre pour vous rappeler que vous l'êtes créatif. C'est ça. Bah ouais, merci. Merci encore à toi, c'était vraiment un plaisir. Donc, ouais, merci. Vraiment partagé. Merci à toi, Christophe. Voilà, cet épisode est terminé et je vous remercie pour votre écoute. Pour soutenir la diffusion, vous pouvez aimer et partager ce podcast. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous abonner pour rester informé de chaque sortie d'épisode. Et en attendant le prochain rendez-vous, n'oubliez pas de laisser de la place à votre créativité. À bientôt.